on a quelque chose de merveilleux qu'on a commencé déjà il y a un grand nombre d'années, c'est de redonner une vie à des produits, redonner une vie à un appareil. Là, on est sur un appareil qui vient de Val Thorens et on lui redonne une deuxième vie. Il est comme neuf. On est sur 30-35% de moins qu'un appareil neuf. Donc il y a une évidence aussi, c'est une démarche environnementale doit être compatible avec une démarche économique. On va dire notre métier aujourd'hui, je pense que c'est aussi de créer des souvenirs, c'est du bonheur, c'est la montagne, c'est magique. Chaque jour, il y a des paysages différents et c'est vraiment ce qu'on aime. C'est pas que le côté ski, l'exploit sportif, de faire du ski, c'est vraiment de voir ces paysages, sortir notre quotidien, s'évader et c'est ce qu'on doit mieux mettre en valeur. On est ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui. L'expert-marketing nous dit tout parti politique devrait débuter son programme par le « vivant s'effondre », donc nous courons à notre perte. Qu'est-ce que je propose pour faire cela ? Nous, on dirait même plus chez les passeurs, c'est pas que les partis politiques, mais toutes les entreprises, tous les médias. Tout le monde devrait se poser cette question-là parce qu'aujourd'hui, on court vraiment à notre perte. Aujourd'hui, un Français sur 5 considère qu'il devra quitter son domicile dans les 10 prochaines années en raison des impacts du changement climatique. Et on est aujourd'hui dans un monde où les frontières se dressent de plus en plus, des frontières contre les gens, des frontières contre les marchandises avec les tarifs douaniers, et on voit bien ce repli sur soi qui, à mon avis, est terrible au moment où, précisément, nous devons davantage coopérer pour résoudre des problèmes globaux. C'est déjà pas un seul jour, c'est pas que le 28 mai, ça faisait déjà une quinzaine de jours que les choses se préparaient. Le phénomène d'origine, c'est-à-dire la déstabilisation de la paroi rocheuse, là, il est relativement clair que c'est d'origine climatique, dans le sens où la déstabilisation des 5 millions de mètres cubes est très certainement liée à ce que l'on appelle la dégradation du permafrost, c'est-à-dire le réchauffement des terrains gelés en permanence. Donc ça, c'est effectivement une origine climatique. C'est vrai que le rôle du climat sur l'érosion des roches, c'est quelque chose que les géologues avaient l'habitude de regarder sur des temps beaucoup plus longs, sur des milliers d'années, voire des millions d'années. Avec le réchauffement climatique qui va très vite, on est obligé d'essayer d'évaluer ça sur une échelle de temps qui est de quelques semaines à quelques années. Et comme nos vallées sont de plus en plus habitées, en augmentant la fréquence des événements naturels comme les éboulements, on va augmenter la vulnérabilité. Il faut trouver le bon équilibre entre l'activité économique, parce qu'elle est indispensable pour que les gens puissent vivre dans la vallée, tout en respectant cet environnement. À l'époque où je voyais ces images-là et qu'on discutait justement de l'aménagement de la télécabine, le scénario rouge, je me rappellerai toujours, que m'avait donné Christian Vincent, le glaciologue de Grenoble, on l'a emplafonné. Le glacier a perdu donc 40 mètres d'épaisseur en 3 étés, ces 3 dernières années, et il reste aujourd'hui 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres à cet endroit-là. Ça veut dire que le calcul, il est vite fait pour les années qui viennent. Si on a encore des canicules, mais aujourd'hui, le rythme des canicules, c'est 2 ans sur 3, suite au réchauffement. Et est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose ? Oui, je crois qu'on peut atténuer les choses, on peut préserver encore une partie de ce qui reste. Aujourd'hui, c'est très important de garder ce contact avec cette nature, que ce soit les océans, les déserts, les montagnes, les glaciers, qui nous font vivre, qui fabriquent l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce qu'on mange. Et c'est l'environnement, quoi. C'est tellement vital, quoi. Les glaciers ils sont en mauvais état et pour ça, par exemple, on doit aller s'entraîner en hémisphère sud, donc ça implique pas mal de logistique, mais tout le monde le fait et on se doit de le faire si on veut faire une préparation qui tient la route. Donc c'est aussi une situation qui est assez délicate pour nous. C'est nous qui sommes les acteurs principaux du sport, donc je pense qu'on a clairement un mot à dire, un rôle à jouer là-dedans. La France se réchauffe plus vite que la planète, la montagne plus encore. Qu'est-ce qui concrètement peut être et va être mis en place par le ministère pour en 2025, année internationale des glaciers, pour préserver ces éléments incontournables du climat? Et est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible et c'est pour ça qu'on a engagé une action déterminée. Première chose, c'est le plan sur les risques glaciaires et périglaciaires. Et puis deuxième chose, qui est le vrai gros travail, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. Les acteurs de ce territoire ont attiré notre attention à Mountain Changemakers, car après un siècle d'industrie, Ozat s'interroge sur son avenir et cherche un modèle de développement pour rester vivant et attractif. Passé près d'un siècle dans l'industrie, ça s'est arrêté en 2003.
Et aujourd'hui, on essaye de relancer une autre activité, une autre économie autour de ce qui nous entoure, c'est-à-dire la montagne, la nature. Ce matin, on a donc des séances plénières qui montrent ce qui se fait à travers les Pyrénées sur les engagements montagne zéro déchet, qui montrent aussi le lien entre montagne zéro déchet et la démarche labellisante Flocon Vert. Le sens de notre action, c'est que les montagnes étant le seul espace naturel à pouvoir redevenir vierge de toute pollution sauvage macro, puisque en fait, étant donné qu'on est au départ du cycle de l'eau, il n'y a personne qui va venir nous réalimenter en déchets. Et en fait, le cycle des déchets sauvages est tellement engagé en plaine, dans les vallées ou sur les littoraux, que de toute façon, c'est irréversible. On va parler des grands événements, la chance que c'est de les organiser, mais aussi les contraintes aujourd'hui que ça déclenche. Dans nos esprits au quotidien, la Clusa, c'est 25 000 lits touristiques, mais c'est aussi une forte fréquentation d'excursionnistes, donc de clientèle journalière. Il faut savoir et trouver des solutions pour gérer ces mobilités-là, a fortiori en 2030, en février 2030, quand on accueillera les JO. Faire évoluer les mentalités des personnes qui viennent pour un spectacle culturel, pour un événement sportif, et qu'ils enlèvent leur voiture individuelle et qui trouvent des moyens de se déplacer différemment, on peut s'appuyer sur ce levier-là pour inciter ces mêmes personnes dans leur quotidien, dans leur comportement de tous les jours, à aller prendre des solutions de mobilité plus durables. Vaste projet, ça n'a de sens évidemment que si on arrive à faire des jeux durables. Mais il faudrait être fou pour faire l'inverse parce que ça sera rejeté. C'est la même chose pour nous. Si on fait venir des gens et que l'habitant local il a l'impression que ça se fait à son détriment, ça ne marchera pas. 89% des répondants et des répondantes qui déclarent avoir une confiance moyenne à faible en la promesse environnementale partagée par les organisateurs eux-mêmes et elles-mêmes. Ce qui est assez intéressant, puisque c'est quand même un des sujets centraux de la candidature elle-même. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de progression importante qui peut être faite de ce côté-là. Et ce n'est pas un commentaire encore une fois, sur la réalité des faits, c'est simplement la perception des gens qui ont répondu. Donc c'est une donnée d'entrée assez intéressante pour le COJOP, je crois. Qu'est-ce que ces jeux vont pouvoir laisser comme patrimoine au niveau du vivant? Pour l'instant, je n'ai pas entendu grand-chose là-dessus. Pour toute la faune, pour tout le vivant qui habite nos montagnes, c'est important qu'on leur laisse la place de eux aussi en fait avoir leur refuge.